Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Organisation mondiale de la santé. L'OMS, qui ne connaît évidemment entendu parler de l'OMS, notre ministère de la santé mondiale. De la santé ou d'autres choses? Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour René Berkov. Alors vous êtes, vous présente pas, ancien député, président de VIA et du Parti chrétien-démocrate, et vous avez écrit un livre, encore une fois, que vous me dites avoir auto-édité parce que l'éditeur ont été un peu frileux et je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est un petit fascicule que franchement, toute personne soucieuse de ce qu'on appelle la santé, je ne vois pas une personne qui n'est pas soucieuse de sa santé et de celle de ses proches et autres. Vous mettez OMS l'overdose pour que la France s'en sorte. Faut-il en sortir? Alors c'est vraiment la question à se poser. Mais je voudrais qu'on rappelle très rapidement, parce que vous racontez dans votre opuscule et qui est vraiment bourré d'informations. Au fond, l'OMS au départ, ça part de très bons sentiments et d'une très belle chose. Enfin, je ne dirais pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais quand même. Comment c'est sorti? Je crois que c'était en 48 ou 49. Oui, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est une des grandes organisations internationales qui arrive après la Seconde Guerre mondiale. Comme l'ONU et autres. Exactement, ouais, l'UNESCO et ainsi de suite. Ouais. Qui, dans un élan de solidarité internationale, découvre, ou enfin en tout cas prend acte du fait qu'il y a des disparités de développement très importantes entre les pays sur la planète, qu'un certain nombre de populations n'ont pas accès à une santé de qualité, et donc on décide sur le plan international de créer cette organisation pour partager les bonnes pratiques, partager les connaissances, les protocoles, des statistiques, toutes les données d'épidémiologie et de médecine qu'on peut partager. De temps en temps, par solidarité, fournir des moyens aux pays qui en manquent pour donner à leur population une santé de qualité. Et puis donc, c'est une œuvre de fraternité universelle. Donc, voilà. Et donc, on est tous d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de problème mais ça dérape vite. Alors, on va en parler de ce dérapage. Auparavant, je vous rappelle quand même, parce que vous êtes très nombreux à nous écouter, 0826 300 300, si vous avez envie d'intervenir, de poser des questions à Jean-Frédéric Poisson. Jusqu'à 14h, nous sommes ensemble, 0826 300 300. L'Organisation mondiale de la santé, alors, justement, ça dérape vite. Comment ça dérape? Quels sont les... Ça dérape parce que dans ce monde qui est en reconstruction, un certain nombre d'esprits qui sont assez malthusiens, c'est-à-dire considèrent que, vous savez, il y a un gâteau à se partager, le gâteau ne peut pas grandir, donc si on veut davantage de gâteaux, il faut qu'il y ait moins de convives. C'est la logique de la décroissance, d'une certaine manière, c'est la même logique. Et un certain nombre de personnes considèrent que pour les pays qui sont, alors on appelle ça les pays du tiers-monde, puis on appellera ça les pays en voie de développement, ça c'est l'ancien vocabulaire que nous avons connu. Aujourd'hui on les appelle les BRICS, entre autres. Ça, voilà, entre autres, donc ils vont très bien, merci pour eux. Mais à cette époque-là, on se dit, ben oui, mais un certain nombre d'économistes disent, si la croissance démographique est trop rapide, il ne peut pas y avoir de développement économique stable. Parce que si la population croît plus vite que le développement économique, ben évidemment, on reste dans un état de pauvreté, ce qui peut s'entendre. Mais plutôt que de se demander comment accélérer le développement économique... Ben oui, c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus normal. C'est la question du numérateur et du dénominateur. Vous savez, c'est le ou la fraction. On va se demander comment contrôler la croissance de la population. Et très vite, dès les années 50, l'OMS va s'engager dans des campagnes massives de contrôle de la population. Ah, ça a été un des premiers objectifs, pratiquement. Ouais. Les premières commencent, je crois, en 54. Alors, contrôle de la population, par quels moyens? Tous les moyens, contraception. Parfois, on dit qu'il y a eu dans certains pays des campagnes de stérilisation forcée, de stérilisation par vaccin. Et puis, petit à petit, on va s'engager dans des choses qui relèvent d'une certaine conception de la santé, c'est-à-dire de la santé comme outil de régulation des populations, ou de la santé comme instrument des politiques économiques, alors que ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire que c'est les politiques économiques qui devraient être au service de la santé humaine, qu'elle soit personnelle ou collective. Il y a ça. Et puis, il y a un deuxième élément qui est plus conceptuel, mais très important, c'est que dans les années 90, l'OMS va modifier la définition de la santé. Au départ, on parle de la santé comme disaient les médecins de la Grèce antique, l'équilibre des humeurs, c'est-à-dire l'état dans lequel il n'y a pas d'altération physiologique particulière, et l'OMS va inscrire dans sa constitution que la santé relève de quelque chose qui ressemble au bien-être global.
Alors, C'est-à-dire, ça peut être la santé mentale, la qualité de vie, enfin c'est tout ce qui fait que vous allez bien dans votre tête et dans votre corps et dans votre vie en réalité. Alors on peut considérer qu'au sens large, quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui va bien, ça veut dire qu'il va bien sur le plan de la santé, dans son corps, dans son esprit, ailleurs, partout et dans sa vie. Le problème, c'est quand l'OMS dit ça dans sa constitution, ça veut dire qu'elle se donne le droit d'intervenir sur tous les champs de l'existence. Et donc petit à petit, ce qui correspond d'ailleurs assez bien au concert matérialiste un peu ambiant, c'est-à-dire que, vous savez, c'est quand on dit bonne année à tout le monde et surtout la santé, on a l'impression que la santé est le bien au-delà duquel il n'y en a pas. C'est-à-dire, si vous êtes en bonne santé, d'une certaine manière, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Donc l'OMS se donne petit à petit des pouvoirs supplémentaires, s'invite en quelque sorte dans beaucoup de politiques publiques. Elle va s'occuper alors d'environnement, de qualité de l'air, etc., alors qu'en principe, elle ne devrait s'occuper que de médecine. Au nom de la santé, on s'occupe de tout. De tout. Enfin, d'accord. De tout, et comme en plus, c'est ce qui nous a conduit à écrire cette petite plaquette. Avec un certain nombre de collaborateurs, de médecins, de politiques. Parce que Florian Philippot aussi. Florian Philippot, le président des Patriotes, a contribué aussi à cet ouvrage-là. Tout à fait, oui. Au nom de la défense des libertés et de la souveraineté, c'est un combat que nous menons de temps en temps ensemble avec lui. Bien sûr. Et au nom des bonnes relations que nous entretenons, je le salue d'ailleurs Florian d'ici. C'est que petit à petit, dans ce contexte général d'abandon par les États de leur pouvoir sur les politiques publiques qu'ils devraient conduire, eh bien, après la crise sanitaire de la Covid. C'est là quand même le grand bouleversement a eu là, les années 2000, enfin bien sûr. 2020, pardon. C'est là que, l'OMS a proposé à ses États membres, d'élargir ses pouvoirs et de faire en sorte qu'elle devienne, cette Organisation mondiale de la santé, en cas de pandémie, le seul décideur de toutes les politiques de santé publique pour contrer la pandémie, là où au moment où elle se pointe. Oui, parce que ce qu'il y a eu, c'est que dire, nous, OMS, nous allons, plus de frontières, plus de gouvernement, c'est nous qui allons décider ce qu'il faut faire, confinement ou pas confinement, vaccination massive ou pas vaccination massive, etc. Masque ou pas masque. Masque ou pas masque, barrière, Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire? Vous vous souvenez, l'OMS publiait des recommandations pendant la crise de la Covid. Elle disait, faut confiner, mais pas trop, parce qu'on n'est pas sûr que ça marche. Faut porter des masques, mais attention, parce que les masques sont pas d'une efficacité redoutable. Faut se souvenir des documents de l'OMS de l'époque. C'était toujours tout et avec le doute. Oui, parce que tout le monde marche un peu sur des œufs, ce qui pouvait se comprendre. Ce qui est normal. Et puis on savait rien de tout ça. Enfin, en réalité, donc les gens qui, de manière péremptoire, venaient tous les soirs à la télévision dire faut porter des masques parce que ça guérit de tout, faut quand même. En fait, l'OMS disait c'est plus compliqué. Donc l'OMS, jusque-là, était dans une logique de préconisation et de concertation avec les États membres, en disant, voilà, nous spécialistes de la santé qu'ils sont, nous pensons que ce serait mieux de faire comme ça. Absolument. Et puis, on a constaté, et d'ailleurs on en avait parlé sur votre plateau pendant la crise sanitaire, il y a des pays qui ont adopté des politiques sanitaires très différentes de ce que le reste du monde a fait. D'ailleurs, ils s'en sont plutôt mieux portés que les autres, pour être clair. Ce que voyant, d'une certaine manière, profitant de cette occasion, l'OMS a dit, alors nous allons proposer un changement, qui est en fait un double changement, et donc modifier les textes constitutifs, la Constitution en quelque sorte, et le règlement intérieur de l'OMS. Oui, la Constitution de l'OMS, c'est ça. De deux manières. La première manière, c'est qu'on va dire que une pandémie, désormais, c'est quelque chose qui représente un risque de contamination générale, alors que jusqu'ici, c'était une contamination avérée de quelque chose qui peut être mortel. Ça, c'est l'ancienne formulation. Je dis ça à la SERP. Oui, c'est intéressant. Désormais, la pandémie, c'est s'il y a un risque de contamination généralisée, mortel ou non, s'il y a des cas avérés ou pas, s'il y a un risque, c'est une pandémie. Même si ce risque n'est pas avéré, prouvé, etc. C'est une pandémie. Alors, il y a des cas, ça se diffuse, bien sûr, bien sûr. Mais il n'y a pas. Et alors, en cas de pandémie, c'est l'OMS qui prend les rênes, et qui est en mesure d'imposer à tous les États membres la politique sanitaire décidée par l'OMS. Alors la question qui pose après, c'est qui décide qu'on est en situation de pandémie? Parce que c'est la question importante. La réponse est le directeur général de l'OMS. Oui, c'est ça. Nous décidons, c'est une pandémie. Donc vous faites ce qu'on dit. Voilà, et puis c'est nous, le ministère de la Santé mondiale, c'est nous. C'est ça. Et il faut appliquer, il n'y a pas de problème. Et vous appliquez les dispositions sanitaires que nous vous disons. Donc si on dit tout le monde se confine, tout le monde se confine. Si on dit c'est vaccination obligatoire, c'est vaccination obligatoire. Et même si on dit si c'est vaccination obligatoire avec ce vaccin-là, c'est avec ce vaccin-là. Et les États membres n'ont pas le droit
Les États membres n'ont pas le droit, ne peuvent pas, attendez, Non. ne peuvent pas s'opposer à cela. Non. Non, c'est la mécanique du contrat social de Rousseau, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné à l'Organisation mondiale de la santé le soin de définir pour leur propre, à leur place. Donc pas de contre-pouvoir Non. là-dessus, aucun. Non, puisque les États membres, le texte dit bien que si les États membres refusaient d'appliquer les politiques susdites, ils seraient coupables, enfin ils seraient à l'amende au sens financier du terme. Et par ailleurs, dans cette ce nouveau règlement, alors le texte n'est pas en vigueur, c'est le texte qui est proposé aujourd'hui à l'adoption par les États, on reviendra peut-être sur la procédure tout à l'heure. Oui, on va en parler, mais dit également que, dans ce cas-là, les États doivent mettre à disposition de l'OMS toutes les données statistiques, épidémiologiques, de santé publique, etc., à disposition de l'organisation, de leur pays. Nation, oui. Pour qu'elle puisse, autrement dit, vos données de santé personnelles, mon cher André Berkoff, les miennes, celles de Maud ici présentes et de nos auditeurs et du monde entier vont se retrouver entre les mains de l'OMS qui vont en faire quoi? Je ne sais pas. Dernier point, il n'échappe à personne, et là, si jamais, chers auditeurs, le sujet pouvait vous paraître un peu lointain, dites-vous bien que les relations que vous entretenez avec votre médecin généraliste, évidemment, seront impactées. Oui. Par ces décisions. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement, on ne parle pas simplement de choses qui sont accrochées en l'air. Non, bien sûr. C'est-à-dire que le médecin généraliste devra obéir, obtempérer à ce qu'a décidé l'OMS. Mais oui, de la même manière sûr. que des médecins généralistes ont été sanctionnés, certains même radiés de l'ordre des médecins, pour n'avoir pas suivi les recommandations du ministère de la Santé français au moment de la crise sanitaire. Tout à fait. On s'en souvient et tout le monde aujourd'hui le sait. Voilà. On va en parler tout de suite après cette petite pause, Jean-Frédéric Poisson, parce qu'on va parler de quelque chose qui est important et qui ne date pas là de la pandémie du Covid, qui finance l'OMS. Comment ça s'est organisé? Parce que c'est capital, ça aussi, à retenir par rapport à ce qu'on a su par la suite. À tout de suite, restez avec nous, votre santé en dépend. Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Eh bien, nous sommes toujours, évidemment, et on parle santé, et on parle de notre santé à tous, avec Jean-Frédéric Poisson et son livre, avec des collaborateurs, Organisation mondiale de la santé, l'overdose. Et quelle overdose? Parce qu'au fond, allez, on va pas parler de narcotrafiquants quand même, mais Jean-Frédéric Poisson, au fond, cette organisation de la santé, c'est aussi important que l'ONU. En tout cas, c'est du point de vue de la structure, c'est mondial. Qui finance? Comment s'est passé le financement? Sans raconter toute l'histoire, mais quand même. Il y a deux sources de financement, comme pour toutes les organisations internationales. Tout le monde comprend bien que si c'est sa mission, l'OMS. Alors on parlait tout à l'heure de la dérive rapide sur le contrôle de la population, mais enfin l'OMS a aussi ouvert des dispensaires dans le monde entier. Bien sûr. Formé des médecins. Il faut dire ce qui est positif. Oui. N'a pas fait quand même que faire le malheur des gens. Non, je ne voudrais pas que nos auditeurs se méprennent. Mais il y a des financements des États qui sont calculés sur une part de leur produit intérieur brut. Ouais. Qui conduit la France à verser... Et tous les États financent, en principe. Tous les États membres. Tous les États membres financent. Absolument. Qui sont les mêmes États... Enfin, grosso modo, c'est ceux de l'ONU. Il y en a 190 ou 14, enfin, grosso modo, tous les pays du monde en font partie. Les États qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies. C'est ça. D'accord. Et puis, il y a des financements privés. Alors, pour vous donner exactement la tonalité du sujet, en 2 chiffres... je crois que le chiffre est de 2023, si mes souvenirs sont bons. Les États-Unis versent environ 700 millions de dollars par an. 700 millions de dollars, oui. Et la fondation Bill Gates, 750. Plus que les États-Unis. Oui. Intéressant, d'accord. Alors avec cette différence, un signe, c'est que les contributions des États sont des contributions, voilà, c'est la part qu'ils doivent au titre de la richesse qu'ils produisent. Comme je le disais, c'est adossé en fonction de leur richesse. PIB. D'accord. Et l'OMS en dispose comme elle le souhaite. Les financements privés peuvent être fléchés par ceux qui donnent. Juste un mot, Jean-Frédéric Poisson. Est-ce que les financements privés sont limités? Non, en pas à ma connaissance. Non. Je veux dire, s'il y a un financement privé, il n'y a pas de limite à... Non, je ne crois pas. D'accord. Et d'ailleurs, je pense aussi que les États peuvent verser davantage que ce qu'ils doivent au titre de leur part de richesse. Qui peut le plus, peut le moins, comme dit l'autre. Bien sûr. Au fond, Bill Gates a le droit, quand il verse 750 millions de dollars, de dire à l'OMS, je vous les verse, mais c'est pour faire ça. Ah, il a le droit de flécher. De flécher. Ouais. Et de donner des instructions. Oui, de dire je vous les verse. Suivi. Ah bah oui, parce que sinon il ne donne pas. Ouais.
Donc vous comprenez bien qu'entre les États d'un côté et puis ces grandes organisations philanthropiques qui aiment l'humanité plus que tout, comme la fondation Bill et Melinda Gates, il y a une forme d'inégalité. Je ne parle même pas de la puissance financière, puisque les États-Unis, qui est le pays le plus riche du monde, versent 700 millions de dollars, Bill Gates 750, donc qu'un privé donne plus que l'un des pays le plus riche du monde. Oui, absolument. Donc évidemment que le pouvoir de Bill Gates sur les politiques de l'OMS est considérable, puisqu'encore une fois, les États, ils ont un droit de regard sur la gestion, parce qu'il y a des organes internes de gestion auxquels participent les représentants des États dans des conseils d'administration, dans des instances de régulation, comme il y en a partout, c'est bien normal. Donc on surveille le budget, mais personne ne peut dire à l'OMS, avec la contribution, la France ne peut pas dire à l'OMS, avec mon argent, entre guillemets, vous ferez ça. Et aucun État. Mais la France ne peut pas donner d'instructions les États, quels que soient les États ne peuvent pas flécher leur contribution, alors que les organisations ou personnes privées le peuvent. Alors il y a la Fondation Bill et il y a Gavi. Et je me suis laissé dire, corrigez-moi si je me trompe, que c'est aussi Bill Gates. C'est-à-dire Gavi, c'est l'organisation qui a été effectivement financée par la Fondation Gates pour développer un certain nombre de vaccins. Et qui contribue très fortement à l'OMS. Alors qui contribue à l'OMS, probablement, mais qui en tout cas indique que une partie de la politique sanitaire de l'OMS, développée dans les États du monde entier, est entre les mains, non pas des États membres qui sont de droit, en et qui disent voilà, on vous donne l'argent, après, mais des opérateurs privés qui, eux, peuvent décider de la politique sanitaire de leur choix. Et quand vous êtes à la fois milliardaire, contributeur privé de l'OMS à hauteur des sommes que j'indiquais tout à l'heure, et intéressé au développement des vaccins dans le monde entier, et quand par ailleurs l'organisme que vous financez s'apprête à avoir la maîtrise totale sur les politiques sanitaires mondiales en cas de pandémie, vous comprenez bien que le pont est assez facile à faire. C'est-à-dire que M. Gates peut décider dire à l'OMS, écoutez, moi je finance la campagne contre la pandémie, mais vous, dans vos recommandations, c'est pas la recommandation, dans les ordres que vous donnerez aux États pour la santé publique, vous direz que on va prendre ce vaccin-là. Auquel M. Gates, par ailleurs, est intéressé à titre financier par l'autre côté. Donc en fait, c'est de la philanthropie, c'est pas très difficile de faire de la philanthropie. C'est une philanthropie organisée et orientée. C'est une philanthropie bien comprise, on peut dire ironiquement. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça, quelque chose comme ça. C'est un bon caritatif, ça. Est-ce que ça c'est... juste un mot, est-ce qu'on a cité, donc le plus gros donateur privé, contributeur privé, c'est Gates. Oui, absolument. De très loin. Ah oui. Bon. Et comment il se fait que dans la charte, ils ont dit les privés peuvent effectivement imprimer leur mode de développement, en tout cas à partie, mais comment ça se fait qu'on a dit aux États, non, vous donnez... Puis parce que c'est une logique qui est différente. D'une certaine manière, ça peut se comprendre. Si vous voulez inciter des donateurs privés à donner, il faut qu'ils y trouvent quand même. Il faut qu'ils y trouvent une partie de leur intérêt. Alors après, tout dépend de ce que vous mettez derrière la notion d'intérêt. C'est ça. Si vous êtes mu par un souci de générosité et de charité, vous pouvez dire, écoutez, moi je donne ça, puis comme un État, vous en faites ce que vous voulez. Non mais pardon, Jean-Frédéric Poisson, restons sur là, ce n'est pas ni vous ni moi d'avoir organisé ça. Non. Mais pardon, il y a des mécénats privés énormes. Bien sûr, oui. Mais on ne leur dit pas, par exemple, même les mécénats peintres, vous allez peindre ça ou ça. Non. Je veux dire par là que pourquoi on aurait pu dire, écoutez, voilà, les États, vous allez faire ça. Et puis, écoutez, on va évidemment, les privés, on va parler de vous, on va dire que vous êtes des bienfaiteurs de l'humanité, mais c'est nous qui décidons, et vous nous faites confiance. C'est ça qui est intéressant. Oui, je comprends bien, bien. Il y a peut-être eu une peur derrière ça, mais il y a surtout en réalité le fait qu'il y a deux sortes de généreux donateurs. Il y a les généreux donateurs qui sont intéressés par la cause, parce que c'est la cause, et puis les généreux donateurs qui sont intéressés par la cause parce que, à travers cette cause, il y a des effets. Ils peuvent développer des politiques de leur choix. Et M. Gates, on le sait bien, dans le monde entier, avec sa fondation, déploie toutes les politiques de contrôle de la population, de LGBT, de machin, tout ça se déploie aussi à travers l'OMS qui peut intervenir après avoir redéfini la santé, comme on l'a dit tout à l'heure, qui se donne le droit d'intervenir sur ces sujets aussi. Alors justement, de ce point de vue, on va en reparler tout de suite. Jean-Frédéric Poisson s'est développé à travers, ça fait 5 ans que ça a commencé, que le premier confinement date d'il y a 5 ans, confinement planétaire, et on va en parler juste après cette petite pause, mais ce dont on va parler, c'est comment on a commencé à prendre
à se rendre compte que l'OMS, c'était pas vraiment tout à fait ça, et que les politiques suivies n'étaient pas tout à fait celles que le bon sens ou la générosité ou la charité ou autre devait imprimer. On va en parler, et on va parler de Robert Kennedy Jr. notamment, qui a été l'un des premiers, qui est aujourd'hui ministre de la Santé, un secrétaire d'État à la Santé aux États-Unis, et ce qui s'est passé, parce que c'est là qui a conduit à cette contestation globale de l'OMS d'aujourd'hui. On parle de tout ça après cette petite pause. Je vous rappelle 0826 300 300 pour nous appeler. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff. Et nous sommes toujours avec, et vraiment avec passion, nous avons lu le bouquin de Jean-Frédéric Poisson, OMS, l'overdose. Il faut le lire parce que ça nous concerne vraiment fondamentalement, cette histoire de santé. Cette histoire d'organisation, comment naissent et se développent ces organisations qui ont fait des choses passionnantes, on l'a dit aussi, c'est pas été du tout que négatif, mais ce qu'elles deviennent à un moment donné. Et à un moment donné, justement, peut-être la fracture a été là, Jean-Frédéric Poisson, c'est qu'à l'occasion donc du Covid, on a dit il y a une pandémie, il faut changer nos règles. Le traité sur la pandémie, vous avez dit, c'est nous qui devons prendre le pouvoir, nous, Organisation mondiale de la santé, et devons décider ce qui est bon pour vous parce qu'on est bien placé pour ça. Et là, il y a eu, et il y a de plus en plus, on le voit, une contestation très forte de cette volonté, qui n'est pas encore ni ratifiée par l'ONU ni rien, de cette volonté de changer effectivement la structure pour faire ce traité mondial et cette gouvernance mondiale de la santé. Et on voit ce qui s'est passé. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce qui s'est passé? Comment la contestation, en tout cas la mise en question, a grandi? Il y a deux choses. Enfin, il y a la volonté d'abord de l'Organisation mondiale de la santé de prendre le pouvoir sur, dans les situations de pandémie, pour ne pas être confronté d'une certaine manière, dans une logique qu'on peut entendre. À des États qui ne font rien, oui, c'est vrai, qui s'en occupent pas, qui font n'importe quoi. Il peut aussi y en avoir. Après tout, il y a des gouvernements fous partout. Tout à fait. Et dépasser la mauvaise volonté des États, qui peuvent être aussi affairistes que d'autres. Donc d'une certaine manière, ça peut s'entendre. Oui. C'est la méthode qui est contestable. Ça consiste effectivement à prendre l'intégralité des compétences de santé publique à la place des États. Alors là, pour la souveraineté des peuples et des États, ça ne va plus. Donc on est allé d'une certaine manière un pont trop loin. Deuxièmement, là, on est en train de faire un verrouillage total du système. C'est-à-dire, quand il y a une pandémie, c'est moi qui commande. Qui décide qu'une pandémie, c'est moi aussi. Donc, il y a un moment où... Et que faire pour cette pandémie et comment la gérer? Je décide de tout. Et ça, c'est pas possible. Il y a plusieurs sources. La première, c'est la réalité de la pandémie de la Covid, qui a quand même bouleversé beaucoup de choses et qui peut conduire des organisations de santé à se poser ce genre de questions. Je viens de le dire, ça peut être légitime. Si c'est la solution qui ne l'est pas, c'est pas la question. Disons, ils ont aussi question à tout, comme vous, cher André. Après tout, ils ont le droit. Mais il y a deux phénomènes quand même qui sont intéressants. Le premier, c'est ce mouvement général que l'on décrit, qui est l'abandon progressif d'un certain nombre d'États de leurs propres prérogatives. Alors nous, en Europe, on voit très bien ce que c'est et à quoi ça conduit. Donc si c'est un abandon de plus, ça n'est pas une bonne nouvelle. Même si par ailleurs, en termes de santé publique, nos auditeurs doivent se rendre compte que toutes nos données de santé aujourd'hui, depuis 2016 ou 2017, sont gérées par l'entreprise américaine, depuis 2018, sont gérées par Microsoft désormais. C'est Microsoft qui assure la gestion de nos données de santé publique. De la totalité de nos données de santé, d'accord. Et on a confié sous le quinquennat de François Hollande, la gestion des données de nos collectivités locales à la très grosse société de services informatiques américaine Cisco. Donc vous voyez que c'est pour ça que quand M. Séjourné dit hier soir sur un plateau d'une chaîne de radio concurrente ou hier matin que bien entendu nous allons sanctionner les entreprises numériques américaines, bon courage, parce que s'ils font ça, je pense que ça va très très mal se passer. Parenthèse fermée. Donc la tendance générale des États, en particulier occidentaux, États-Unis exceptés, pour toutes les raisons récentes qu'on connaît, à abandonner leur souveraineté. Deuxièmement, ce qui est beaucoup plus sérieux, ou beaucoup plus grave d'une certaine manière, c'est la fin de la neutralité des organisations internationales. Pas en termes d'affiliation ou de vassalité à l'égard de tel ou tel État membre, mais en termes de conception politique. L'OMS a été, dans l'affaire de la crise sanitaire, c'est une opinion, mais je la partage, c'est la mienne en tout cas,
l'instrument de la politique qui a conduit à favoriser l'intérêt des grands laboratoires pharmaceutiques contre l'intérêt de la santé des populations. C'est ça l'arbitrage qui a été fait au moment de la crise sanitaire. On peut me raconter n'importe quoi, tout ce qu'on veut, les preuves arrivent, les commissions d'enquête se déploient en Australie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, partout. Les données sortent. En ce moment, on en parle beaucoup. D'ailleurs, on ne va pas retourner là-dessus, mais la fameuse affaire des SMS entre Ursula von der Leyen, la présidente des commissions européennes, et Albert Bourla, le PDG de Pfizer, dont on ne sait, à l'heure où on parle, vous le savez, Jean-Frédéric Poisson, on ne connaît pas l'intégralité des contrats signés par Ursula von der Leyen avec Pfizer. Pour 35 milliards quand même. Hein. 35 milliards, ce qui n'est pas rien. Vive la transparence. C'est ça. Donc c'est ça le problème, c'est que l'OMS a été conçue comme d'ailleurs l'ONU, l'UNESCO, pour mener des politiques dans l'intérêt des populations, d'une certaine manière, sans autre couleur idéologique que celle d'améliorer le sort quotidien des gens. Lorsque l'OMS entre dans cette mécanique, elle se met au service d'intérêts qui sont des intérêts privés, très clairement, et ça ne peut pas coller, parce que derrière des intérêts privés, il n'y a plus de neutralité. Faut pas, d'une certaine manière, le caractère public de ces organisations et internationales pouvait garantir une certaine forme d'équilibre ou d'absence de services d'intérêt privé. Et ça n'est pas une bonne nouvelle. Et ça, donc, en fait, malgré un extraordinaire travail d'information, désinformation, selon le côté dans lequel on se place, enfin, il y a une fabrique du consentement, on ne va pas revenir là-dessus, extraordinaire, une fabrique du narratif aussi, hein, et on l'a vu dans d'autres domaines. Malgré cela, la mouvement de contestation s'est étendu très fortement, et d'ailleurs internationalement. Ah oui, puisque ce qu'on appelle, ce que les observateurs, ceux qui regardent ce sujet appellent le traité sur les pandémies, qui est en fait la modification du texte fondamental de l'OMS dont on parle depuis tout à l'heure, ainsi que la modification du règlement intérieur. Les deux textes sont modifiés en fait, mais je ne veux pas rentrer dans ce détail pour d'aujourd'hui. Ont déjà fait l'objet d'une première tentative de ratification au moment de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé l'an dernier, au 1er juin. Il y avait une Assemblée générale à Genève, qui est le siège de l'OMS. Ils ont d'établir ce traité de la pandémie pour la gouvernance. Ils ont mis le texte sur la table et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été rejeté. Ils n'ont pas réussi à faire adopter ces modifications. Il y avait d'ailleurs une très grosse manifestation devant le siège de l'OMS. J'ai participé, j'y ai pris la parole l'an dernier. D'ailleurs, Florian Philippot était là avec nous aussi. C'était en juin 2024. 1er juin 2024, absolument, à Genève. Il y avait une dizaine de milliers de personnes venues du monde entier. Du monde entier ont pris la parole, des Australiens, des Japonais, des Anglais, des Suisses, des Autrichiens. Nous étions les deux seuls Français. Pour dire on n'est pas d'accord. Pour dire on n'est pas d'accord, on ne veut pas de votre truc. Et à l'intérieur du bâtiment, il y avait une bagarre de couloirs, d'amendements, etc. pour rejeter le texte qui a finalement pas été adopté. Mais il a été remis sur le métier et il reviendra en discussion au 1er juin. En juin prochain, dans 2 mois. Fin mai, début juin, la prochaine Assemblée générale. Ensuite, il faudra que les États le ratifient. Car l'Assemblée générale, elle établit un texte, lequel texte est ensuite soumis pour approbation à l'intégralité des États membres qui doivent le ratifier selon les procédures habituelles de ratification de traités. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ce texte nouveau, la nouvelle constitution de l'OMS va arriver sur le bureau des pouvoirs publics français et probablement, si tout va bien, devant le bureau du Parlement. En tout cas, si j'étais parlementaire aujourd'hui, j'exigerais, compte tenu des impacts que ça a sur la santé publique et notre santé individuelle à nous, et notre relation avec le médecin, que le Parlement soit sollicité sur la question. Que le pouvoir législatif retrouve des couleurs. C'est ça, c'est l'ancien parlementaire qui vous le dit. Donc, à un moment ou un autre, nos députés vont devoir se prononcer sur la ratification ou pas de ce texte. Et évidemment, alors nous allons, à l'aide de cette petite plaquette que vous pourrez trouver sur le site de VIA, par Internet... on le trouve, oui, si on veut le commander. Ah, c'est sur le site Internet, puisqu'il y a quel est l'intitulé du site Internet ? VIA-la voix avec un E du peuple tout attaché. Alors, répétez. VIA-du-6, la voix E du peuple tout attaché. VOIE tout attaché, la voix du peuple. D'accord. Voilà, et donc... je montre, voilà. Je la montre.
Donc, alors, de ce point de vue-là, donc oui, je disais, nous allons adresser un certain nombre de parlementaires ce petit livret pour qu'ils soient. On va faire notre travail d'information, mais nos concitoyens peuvent aussi de leur côté en faire un petit bout. Alors, dites-moi, que pèse ou que, à votre avis, peut peser quand même la décision spectaculaire du gouvernement Trump de quitter l'OMS? Ça a fait quand même beaucoup de bruit. Et récemment, l'Argentine de Javier Milei aussi. D'abord, ça crée un précédent. C'est le premier, c'est la première, je crois. C'est le premier. À ma connaissance, en tout cas, oui. Ouais. Donc, ce sont les deux premiers à partir. Deuxièmement, les États-Unis, c'est pas un petit contributeur, donc C'était même le principal contributeur des pays du point de vue nation. Absolument. Donc, si vous voulez, ça fait quand même du bruit. Alors, on peut lire ça de deux façons. La première façon consistant à dire, de toute façon, Donald Trump a décidé de tout casser, tout ce qui ressemble de près ou de loin aux politiques des lobbies, au mondialisme, qu'il soit sanitaire, wokiste, tout ça, il est en train de lui casser la figure. Donc, c'est un acte de plus qui va dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a aussi, de ce que je comprends du personnage et des politiques qu'il conduit, il doit considérer que c'est une dépense inutile, donc il n'y a plus lieu de l'effectuer. Et puis, il a nommé un secrétaire d'État à la santé qui n'a pas l'intention de se faire dicter par qui que ce soit Robert Kennedy Jr., je rappelle son livre sur Fauci, et il a raconté la crise tout Covid, ça. absolument. La crise Covid, oui. Absolument. Fauci, d'ailleurs, dont la grâce prononcée par Biden a été supprimée par Trump. Donc absolument. Il va certainement passer dans les tribunaux, lui aussi, un de ces jours. Et on va en apprendre encore de belles, probablement. Oui, ça ne fait que commencer, effectivement, ce qui va sortir de ce point de vue-là. Absolument. Mais vous, alors, Jean-Frédéric Poisson, est-ce que vous êtes, sur le fond, d'accord, si on va jusqu'au bout, et que peut-être, parce que ça peut arriver, que l'OMS se défasse, je veux dire, voilà, et qu'une majorité d'États dit après tout. Est-ce que vous êtes, alors, il y a, et on en a parlé, des États en faillite, ou des États qui ne font pas ce qu'il faut faire, mais quand même, de ce point de vue-là, vous vous dites que en matière de santé, c'est bien d'avoir peut-être une coordination internationale, mais en aucun cas un gouvernement mondial qui dicte ses résolutions. Mais vous, personnellement. Moi, je suis d'une tradition universitaire philosophique et attaché pour des tas de raisons à la philosophie grecque et à la philosophie médiévale. Lorsque nos ancêtres du Moyen-Âge inventent les universités dans toute l'Europe, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en France, les grands professeurs de ces universités parcourent l'Europe à pied pour aller enseigner d'une université à l'autre, se parlent, se répondent, s'écrivent, dialoguent par ouvrage interposé. Enfin, le dialogue intellectuel, il existe dans la tradition occidentale depuis qu'il y en a une. En matière de recherche, il n'est pas nécessaire d'avoir une organisation mondiale de la recherche pour que les chercheurs travaillent ensemble, se parlent d'un laboratoire à l'autre, etc. Surtout que technologiquement, aujourd'hui, c'est facile. Bien sûr que oui. Donc, pour la médecine, évidemment qu'il ne s'agit pas de rester tout seul dans son coin, mais d'une certaine manière, c'est la même chose que pour la réforme de l'Union européenne. Il y en a qui disent, si vous sortez de l'Union européenne, ça casse tout. Non, les pays européens ont travaillé les uns avec les autres avant l'Union européenne, quand même. Dieu merci. Donc, Airbus, c'était avant l'Union européenne. Et Ariane Espace aussi, et le programme Erasmus aussi. Enfin, d'ailleurs, les choses en Europe qui ont marché se sont faites la plupart du temps sans la Commission de Bruxelles, ce qui devrait être un bon signe donc, si vous voulez, je crois que cette coopération médicale internationale, elle peut exister, même s'il n'y a pas d'OMS. Ce qui est problématique, ce qui ne se retrouverait pas facilement, ce serait le financement des campagnes sanitaires. Alors, celles qui sont utiles, qui servent à quelque chose et qui rendent service aux populations, là, il n'y aurait plus, de choses pour remplacer. Mais c'est de la même manière. Est-ce qu'il faut vraiment une organisation mondiale qui décide à la place des États pour assurer une aide économique ou une aide sanitaire au développement des pays qui en ont besoin? Non, en fait, la réponse est non. Oui, et puis ce qu'il faudrait effectivement, de ce point de vue-là, c'est que les États consacrent plus d'argent à la santé. Ils n'ont plus besoin de Bill Gates. C'est-à-dire que la santé, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre peut-être avant. On revient aux dépenses publiques et à la dette publique et aux dépenses. Le gaspillage, oui, ce qui, pour un certain nombre de pays en voie de développement, ou dont le système de santé n'est pas encore tout à fait au point, pas évident. Nécessiterait quand même un parcours assez long pour le coup et probablement difficile. On va en parler et on va parler d'autres choses. On va parler effectivement de la loi sur l'euthanasie, peut-être ce qui s'est passé dans les manifestations. On va parler un peu de l'état des lieux, en tout cas de l'état de la France, avec Jean-Frédéric Poisson. Restez avec nous. Une petite pause et on se retrouve dans tous ces états, midi 14h. André Berkoff. Avec Jean-Frédéric Poisson, nous avons effectivement exploré les chemins intéressants mais
pas toujours radieux de l'Organisation mondiale de la santé et où on en est aujourd'hui. Mais peut-être on va parler d'autre chose d'ailleurs. Jean-Frédéric Poisson, vous aviez écrit avant celui-là « Les soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie » aux éditions MAM. Et justement aujourd'hui, eh bien, à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires sociales a entamé l'examen des 2 propositions de loi sur les soins palliatifs et l'aide à mourir. Alors c'est intéressant parce qu'il y a 2 textes. On aurait pu penser qu'il y aurait un seul texte. Eh bien, c'est le format imposé par le Premier ministre François Bayrou pour apaiser les antagonismes entre 2 camps irréconciliables. Alors expliquez-nous, les soins palliatifs et l'aide à mourir, c'est vrai que ça fait l'objet d'énormément de polémiques, y compris l'écrivain Michel Houellebecq, par exemple, et beaucoup d'autres qui se sont intéressés à cela, et qui n'est pas intéressé, effectivement, par le fait que, voilà... on est tous concernés, en fait. Vous savez, c'était André Malraux qui disait... l'homme est le seul animal qui sait qu'il doit mourir. Absolument. Et donc, alors... Vous, votre prise de position, c'était quoi C'est quoi Je suis absolument contre toute possibilité pour un être humain d'ôter la vie à un autre être humain, en dehors des situations de légitime défense, bien sûr, qui relèvent d'un autre cadre. Non, bien sûr. Donc, parce que je considère que la vie est le plus grand bien dont nous disposions, même si elle peut être difficile, affectée, atteinte, fragilisée, etc., que la dignité d'une personne humaine s'entend sans concession, sans restriction et sans exception, quel que soit son état, quelle que soit sa faiblesse, quels que soient ses torts. Je suis absolument opposé à toute forme de légalisation de l'euthanasie. Oui. Et en tant qu'ancien représentant du Parlement au sein de l'Observatoire national du suicide, où j'ai représenté le Parlement pendant 5 ans, j'ai regardé de près ces affaires de santé mentale, y compris dans le monde professionnel, dans le droit du travail, etc. La logique selon laquelle on déploie des politiques publiques très actives, et on a raison, pour prévenir du suicide, pour dire aux gens, écoutez, vous avez envie de vous suicider, on comprend, mais ne le faites pas. Appelez quelqu'un. Mais en revanche, si vous demandez à un tiers de vous donner ce qu'il faut pour le faire, alors là, personne ne vous en empêche, et même on l'inscrit dans la loi. Donc il y a une espèce de schizophrénie sur ces sujets. Vous ne dites pas hypocrisie, vous dites schizophrénie. Oui, je pense pas que ce soit de l'hypocrisie, parce que je ne veux pas faire de procès d'intention en insincérité aux gens. Mais je suis absolument opposé à tout cela, d'autant plus que, c'est d'ailleurs ce que disait ce matin sur une autre antenne le ministre de la Santé Yannick Neuder, si jamais on avait déployé comme il l'aurait fallu depuis maintenant 25 ans, les soins palliatifs qui sont un droit pour vous, pour moi, pour tous nos auditeurs, dans la loi depuis 1999. Chacun qui demande à pouvoir en bénéficier doit pouvoir en bénéficier. Si on l'avait déployé, l'expérience constante des soignants, c'est qu'il n'y aurait pas en fait de demande d'euthanasie, il n'y aurait pas de débat sur l'euthanasie, sauf de manière extrêmement résiduelle et très très partielle. Et donc en fait, ce qui est en train de se passer avec ce texte, c'est que en inscrivant dans la loi la possibilité de mettre fin au jour de quelqu'un, en dehors des situations de légitime défense, en fait, on change de monde. On transgresse un interdit fondamental qui est le principe fondateur de toute vie en société. Alors Jean-Frédéric Poisson, écoutez, on fera une émission là-dessus parce que je crois que ce serait très intéressant à discuter parce que, écoutez, des pays comme la Belgique ou la Suisse pratiquent effectivement l'euthanasie, appelons-le comme... Mais ce ne sont pas des pays particulièrement inhumains. Et surtout, j'entends ce que vous dites, mais juste un début de discussion, mais est-ce que quand même, si quelqu'un estime en toute lucidité, que sa vie... je vous donne un exemple personnel. Ma tante, la sœur de mon oncle, le frère de ma mère, ça s'est passé il y a quelques années, elle vivait en Amérique, dans l'Oregon, où vous avez le droit, vous savez, bon. Et elle avait un cancer, mais un cancer qui la laissait pas mourante de douleur. Enfin, je veux dire, elle n'était pas en train d'être torturée. Et un jour, elle avait 87 ans, et elle dit, écoutez, moi, ça va, j'ai bien vécu. Voilà. Vraiment, je me rappelle, moi-même, j'étais choqué. Je lui dis, mais ça va, tu es pas dans la... Enfin, tu es pas paralysé, etc. Oui, mais j'estime que j'ai vécu. Et vous savez, ils sont venus 3 fois, c'est-à-dire qu'ils viennent enfin, je ne veux pas faire des détails, on n'a pas le temps. Mais pourquoi, à votre avis, quelqu'un qui décide lucidement, encore une fois, sans je ne parle pas des pressions, etc., de dire, écoutez, aidez-moi à partir,
comme ça, sans douleur, etc., en quoi ça vous paraît Alors, pas possible? Puisque vous évoquiez la possibilité d'une conversation ultérieure sur le sujet, je ne vais pas répondre complètement tout de suite. C'est vrai, oui. Je vais laisser la porte ouverte. Oui. Première question, je vais faire comme un jésuite, c'est pas bien, mais je vais vous répondre une question par une autre question. À quel prix, quel est le prix symbolique, qu'est-ce que ça fait dans la société, le fait qu'on transgresse ce principe de l'interdit de tuer? Premier élément. C'est pas tuer. C'est pas tuer. Il y a bien quelqu'un. C'est vrai qu'on va pas faire cette discussion pendant les soignants qui ont pris la parole hier dans le Figaro disent ça. Madame Fourcade, qui est la présidente de l'Association française de soins palliatifs, disait ce matin. Oui, je sais, il faut préparer l'injection, il faut quand même le mettre dedans. Enfin, il y a un acte qui est. Il y a le cocktail lithique. Oui, mais enfin, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Oui. Bon. Mais à la demande de quelqu'un, à la demande lucide. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le cas qu'on traite là. Ça a un impact sur l'ensemble de la société. Quel est cet impact? Il faut réfléchir aussi à ça. Deuxièmement, il y a aujourd'hui dans la loi la sédation terminale profonde irréversible. C'est la loi Claes-Leonetti de 2016. C'est vrai, qui répond à la question que vous venez de poser. Même si elle n'est pas sans poser de problème, etc. En fait, l'état actuel de la loi, c'est ça. Mais ça, vous n'êtes pas contre cette sédation terminale? Moi, j'ai trouvé que dans ce texte de loi, il y avait des dérives possibles. Mais est-ce que c'est pas le fait que... Oui, je comprends. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette loi-là, aujourd'hui, elle existe. Ouais. Ce qui fait dire à Jean Leonetti, et ce sera mon ami Jean Leonetti, que je salue d'ici, on va passer d'un état dans lequel on traite la situation des gens qui vont mourir à la situation de gens qui veulent mourir. Ce changement de verbe explique toute la différence. Elle est d'un poids pour la société très considérable. Et ce sera peut-être l'objet de notre prochaine conversation. Ah mais absolument, professeur Frédéric Poisson, parce que c'est une question fondamentale. C'est vrai que c'est très important. On peut pas décider ça à coup de slogans, etc. Personnellement, moi, je suis pour la liberté, mais la vraie liberté de chacun, de choisir sa vie, choisir sa mort. Mais on va faire voyons-nous le jour où le texte arrivera en séance plénière. Il est en commission pour l'instant. Voilà, on va regarder ça. En tout cas, je vous recommande vraiment de lire, d'ailleurs aussi bien le livre sur le soin palliatif et la vraie alternative à l'euthanasie, parce que ça nous concerne tout autant, et ce libelle OMS l'overdose. Est-ce que la France va suivre l'exemple des États-Unis et de l'Argentine et va sortir de l'OMS? Juste une dernière question, pensez qu'il y a des chances que la France aujourd'hui si j'étais le gouvernement français, je commencerais par demander aussi, moi, pour l'État français, le droit de flécher les dons que je fais à l'OMS. D'accord, oui. Ça pourrait commencer par là, avant toute autre forme de procès. Ce serait un bon point de départ. Mais je pense que même ça, compte tenu de la mollesse de la moelle épinière de nos dirigeants... Vous trouvez que notre gouvernement est mou? Je les trouve un peu fatigués, mais ça fait longtemps qu'ils le sont en réalité. C'est un vrai problème. Non, mais c'est amusant. Écoutez, moi, je trouvais que Jean-Noël Barrot, face à l'Algérie, a été d'une fermeté exemplaire. Sans égal. Je le recruterai pas pour avoir joué à côté de moi dans la première ligne du 15 parlementaire de rugby, je vous le dis. Oui, le ballon passerait trop vite. Merci Jean-Frédéric Poisson. L'OMS, l'overdose. Vous savez, vous pouvez voir sur le site de VIA. Voilà. Est-ce que la France s'en sortira? En tout cas, on souhaite vraiment que, en général, la France s'en sorte. C'est notre souhait le plus cher.